Donc déjà, je tiens à vous rassurer, hein, parce que l'heure tourne. Merci. Peut-être que vous commencez à avoir faim. J'ai la tâche difficile de clôturer cette session. Alors, je vais me permettre de rebondir sur les communications qui ont eu lieu depuis ce matin. Donc, comme vous le savez, moi, je suis en sciences de gestion et management. Et en fait, si on définit les sciences de gestion, c'est les sciences de l'action collective. Et si je reprends aussi la définition d'un de nos collègues, Hervé Dumez, on s'intéresse aux conditions de félicité des dispositifs. Je trouve que c'est une très jolie définition, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que nos collègues juristes, ils se posent des questions sur comment organiser, comment les textes peuvent donc donner des possibilités, donner des prérogatives, encadrer, etc. Nous, en fait, en sciences de gestion, la question c'est, ok, très bien, il y a ce cadre qui est là, mais est-ce que ça marche sur le terrain? Et comment les acteurs, parce qu'on aime beaucoup les acteurs, hein, nous, en fait, on est toujours en train de se dire comment les acteurs vont faire sur le terrain et voir comment ils peuvent détourner les dispositifs. Donc, c'est vraiment avec cette grille de lecture, moi, que je vais aborder toutes ces notions que vous avez développées d'intercommunalité, de PCI, etc. Alors, bon, mon titre est un peu provocateur, hein. Je parle de gouvernance collaborative. Alors là, vous voyez, bon, ma collègue Sandrine en a parlé ce matin. En gros, c'est une façon différente de dire, pour un juriste, EPCI, etc. Gouvernance collaborative, je vais y venir après, c'est un concept que nous, on utilise pour désigner toute forme de collaboration entre acteurs de différents horizons, de différentes institutions, puisque, bon, voilà, effectivement, comme je ne vais pas répéter, mais on voit bien qu'aujourd'hui, des problèmes tels que l'accès aux soins, ça requiert plus que des choses verticales, etc. Il faut mettre en réseau des acteurs, et donc la gouvernance collaborative, c'est ça. Comment est donc une mise en réseau d'acteurs. Alors donc voilà, face à la difficulté, donc là on s'intéresse à l'accès aux soins. Alors d'ailleurs je tiens à préciser que cette présentation, elle s'est faite dans le cadre du programme POPSU, donc je remercie Pierre Alaurent, cher doyen, cher ami, qui m'a fait la confiance, qui m'a proposé de rentrer dans ce projet. Je remercie Fouad, bien évidemment, Sylvain, qui était là tout à l'heure. Et bon, j'ai eu le plaisir d'ailleurs de faire certains entretiens avec vous. Donc en fait, la question qui, vous le savez, hein, c'est l'accès aux soins, c'est-à-dire comment une intercommunalité, elle peut s'emparer de ce problème, avec quel dispositif, et donc est-ce que ça marche sur le terrain? Alors, donc, ça, c'est plus pour conceptualiser. Donc, vous voyez, nous, on a des cadres théoriques. Et là, alors évidemment, il y en a plein. Hein, ce n'est pas l'objet de cette présentation. Mais voilà, moi, j'ai choisi un modèle qui est un modèle reconnu, qui est anglo-saxon, qui vient de deux auteurs, Ansel et Gash. Alors, je vous ai mis la définition en anglais. Alors, pourquoi j'ai retenu ce modèle? C'est important. Mes collègues tout à l'heure parlaient de proximité du terrain, hein, de praticiens et de chercheurs. Ce sont des chercheurs qui en fait ont pris peut-être une centaine de dispositifs collaboratifs et ils ont regardé des variables. Ils ont essayé de dire, bon voilà, alors déjà, comment les caractériser, et puis c'est quoi les variables qu'on peut essayer de dégager du terrain et qui vont permettre de monter en généralité. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, c'est partir du terrain et monter en généralité pour se dire ce qu'on va voir sur tel EPCI ou intercommunalité, on va pouvoir retrouver des enseignements dans d'autres contextes, à d'autres moments, avec d'autres acteurs. Donc voilà le modèle théorique. Je crois même, voilà, donc c'est un peu dur en fin de matinée, mais tant pis. Donc là, vous voyez, c'est pour vous dire que nous, gestionnaires, voilà, on est comme ça. On modélise, on aime bien modéliser. Donc en fait, vous voyez, on a le modèle central qui est le process collaboratif. Et puis alors, voilà, moi, ce sur quoi je vais zoomer dorénavant, c'est, vous voyez, le rectangle à gauche qui s'appelle les starting conditions, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des acteurs vont être incités à coopérer? Parce que c'est quand même la question de base. Oui, il y a des tas de dispositifs juridiques, il y a des contrats de réciprocité, etc. Mais finalement, derrière, il n'y a aucune obligation. Donc, comment, finalement, il faut comprendre, vous voyez, ce qu'on appelle les incentives and constraints, c'est-à-dire que dans quelle mesure vous êtes incité
obligé? Est-ce qu'il faut vous contraindre à participer? Quelles sont vos marges de manœuvre, etc., etc. Parce qu'on connaît tous autour de nous des exemples de gouvernance collaborative qui restent des choses sur le papier, mais qui n'ont pas vraiment d'effet sur le terrain. Donc voilà l'idée. Alors, en fait, comme je vous disais, en sciences de gestion, nous, on se pose la question de la performance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux, et je disais à Pierre, j'ai appris beaucoup de choses en droit sur... on voit bien que les juristes aussi essaient de trouver des variables pour comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut mettre comme clause, est-ce qu'on peut éviter la concurrence, etc. Mais finalement, bon, nous, c'est pareil. En sciences de gestion, il y a beaucoup de travaux sur ces dispositifs, mais il y en a peu qui mesurent la performance. C'est-à-dire, comment mesurer la performance, par exemple, d'un EPCI? Déjà, c'est... Voilà. Et donc, Ansel et Gasch nous disent, voilà, il y a peut-être moyen déjà aussi de se poser la question, comme je vous le disais. Donc, comment mesurer la performance? Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui font que des acteurs, à un moment donné, vont se dire, allez, d'accord, on se met autour de la table, on trouve des solutions et on coopère vraiment. Alors, c'est là où je commence à parler des ressources. C'est le titre vous vous souvenez, dans mon titre, c'est que moi, ma thèse aujourd'hui, ce que je veux défendre, c'est que dans ces modèles, il y a quelque chose alors qu'on oublie, je n'irai pas jusque-là, mais qui n'est pas assez flagrant, c'est la nature des ressources. C'est-à-dire que des acteurs qui coopèrent, c'est pour accéder à des ressources. Est-ce qu'il n'y aurait pas des caractéristiques de ces ressources qui nous feraient dire, voilà, en fonction de ces ressources, l'incitation à coopérer, elle sera plus ou moins forte, plus ou moins faible. Voilà, donc je vous introduis progressivement mon questionnement. Donc, 2 questions de recherche. Comment mesurer la performance d'une gouvernance collaborative? Donc, là, c'est un deuxième modèle de performance. Voilà, on va distinguer 3 dimensions. Donc, voilà, les actions, les outcomes, l'adaptation. Donc, en gros, c'est une notion on introduit la notion du temps. C'est-à-dire que, si je prends un exemple concret, on prend un EPCI, mesurer la performance, on va dire, on peut regarder déjà qu'est-ce que font les gens, c'est une première dimension. Ensuite, on peut dire les résultats à court terme, qu'est-ce qu'on peut décrire, qu'est-ce qu'on peut remarquer. Et puis, l'adaptation long terme, c'est l'impact, c'est-à-dire, on est dans les politiques publiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment réussi à décliner les objectifs de la politique publique? Mais ça, c'est à beaucoup plus long terme. Donc déjà, vous voyez que quand on parle de performance, on peut se dire, bon, déjà, à quel terme on se situe? Et puis, surtout, il y a les niveaux. Si je prends l'exemple d'un EPCI qui est une coopération de communes, la performance, on peut l'analyser au niveau des organisations qui participent, les communes. On peut l'analyser au niveau de l'EPCI lui-même. Est-ce que l'EPCI est performant? Parce qu'on pourrait imaginer finalement des communes très performantes, mais un EPCI dont les actions peuvent être perfectibles. Et puis, le troisième niveau, c'est l'objectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi à mettre en place ce pourquoi le PCI souhaite œuvrer? Alors, vous voyez qu'en fait, si vous croisez 3 dimensions, 3 niveaux, ça fait 3 x 3, 9 items de performance. Alors ça, c'est nous, les gestionnaires. Je regarde mes collègues, c'est qu'on aime bien avoir plusieurs items, mais au-delà de ça, vous comprenez bien que qu'est-ce que ça veut dire être performant, c'est contextuel, et puis la réalité n'est pas, on va dire, monolithique. On peut avoir des résultats satisfaisants sur certains plans et moins sur d'autres. Donc voilà pour comment j'aborde la performance. Alors là, c'est le tableau, c'est les différents termes. Vous voyez qu'en fait, cette matrice, elle vous dit, si je regarde les organisations participantes et que je m'intéresse aux actions, je vais parler d'efficience, etc., etc. Bon, là, c'est c'est plus le modèle en lui-même. Alors la deuxième question de recherche, et c'est là où ça me paraît vraiment intéressant, c'est la nature des ressources. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question au départ, la gouvernance collaborative, le PCI, il œuvre pour quoi? C'est quoi la ressource en jeu? Et est-ce qu'à partir des caractéristiques de ces ressources, on n'aurait pas finalement déjà un outil d'aide à la décision qui nous dirait, les chances de succès de cette gouvernance collaborative,
elles sont plus ou moins élevées parce que la ressource, on va y venir après, elle nous donne déjà des indications sur les chances de succès ou pas. Voilà, donc c'est l'idée de... si vous voulez, on essaye d'être plus dans une logique d'aide à la décision prédictive, sans aucune prétention, hein, mais le manager, c'est ça, c'est dire comment je peux, aux côtés des juristes, donner une grille de lecture qui va quand même alerter les personnes sur les, comme je disais, les conditions de félicité des dispositifs. Alors, du coup, le terrain, c'est une étude de cas approfondie autour d'un dispositif de gouvernance collaborative, à savoir un EPCI constitué de 22 communes, voilà, avec donc dans ses statuts un objectif particulier, projet d'aménagement, de développement économique, éducatif, culturel. Je passe rapidement. Et puis, c'est un EPCI, on en a parlé, hein, de compétences facultatives, qui a décidé en 2019, en disant, voilà, il y a un gros problème d'accès aux soins. Donc là, je me situe vraiment dans la définition de la santé, accès aux soins sanitaires. Je ne suis pas dans cette vision holistique du bien-être. Donc cet EPCI a dit, voilà, il faut faire quelque chose. Donc ils ont voté une compétence facultative, une prise de compétence santé, et vous voyez que la formulation, c'est la formulation telle qu'elle a été présentée, c'est-à-dire coordination des projets d'installation et de maintien des professionnels de santé. Donc déjà, quand on lit cette compétence, on voit entre les lignes des choses, on sent qu'il y a une volonté quand même de dire, bon, on va s'en occuper, mais on n'est pas non plus dans quelque chose de coercitif ou de... Bon, sachant qu'en plus, la compétence ne le permet pas. Hein, ça, Voilà, alors ça, c'est pour vous montrer, en fait, si je reprends mon modèle de gouvernance collaborative, hein, on a les organisations participantes, ce sont les communes, les 22 communes. La gouvernance collaborative, c'est au sein de cette métropole, mais la compétence santé. Hein. On est bien d'accord que le PCI a d'autres compétences, mais là, on s'intéresse à une compétence donnée. Et l'objectif de cette compétence au sein de l'EPCI, à terme, c'est d'améliorer l'accès aux soins. Voilà, alors donc au niveau de la méthodologie, il y a eu une analyse documentaire. Bon, c'est vrai que, alors je rejoins les propos de ma collègue Sandrine, quand on voit les documents, les contrats locaux de santé, etc., c'est des pages et des pages, enfin, je ne sais même pas si les personnes ont le temps de tout lire. Enfin, moi, c'est une question que je me pose, quoi. On a l'impression qu'il y a il y a des pléthores de choses, de documents écrits, mais c'est... on peut y passer des journées et des journées. Et voilà, moi, c'est une vraie question que je me pose. C'est est-ce que les acteurs ont vraiment le temps de tout lire Mais bon. Des entretiens semi-directifs. Et donc, nous, ce qu'on appelle du codage théorique, bon, voilà, à partir des entretiens, on reprend les entretiens et puis on essaie de monter en conceptualisation et de retrouver les différents concepts. Alors, les résultats, rapidement, bon, ce qu'on constate quand même, c'est que globalement, alors là, vous voyez, j'ai différencié les types de performances. Si j'essaie d'être synthétique, globalement, au niveau des communes, on n'a pas le sentiment que ce soit hyper performant. On n'a pas le sentiment que les communes, elles en aient retiré beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une commune qui dit, oui, quand même, ça m'a permis de trouver un médecin, mais bon, on va être clair, c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'il y a des mouvements de médecins entre communes. Est-ce que c'est forcément une réussite de se dire, oui, j'ai réussi à faire venir un médecin sur ma commune, mais en fait, il était dans la commune d'à côté. Vous pouvez imaginer. Bon, donc globalement, le sentiment qu'on a, c'est que les communes ne trouvent pas, n'ont pas retiré énormément de performances de ce dispositif. Et on y reviendra après. On a même un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les communes, elles travaillent seules pour elles-mêmes. On en a parlé, hein, pour faire venir des médecins, etc., etc. Voire même, elles peuvent faire appel à des partenaires privés. Hein, donc, sous-traiter à un partenaire privé la venue de médecins. Alors, si on prend maintenant le dispositif, le PCI, là encore, il n'y a pas, on peut se questionner sur la performance, mais tout simplement pour une question de moyens. C'est-à-dire que les collègues l'ont souligné, pour donner corps à ces dispositifs, à un moment donné, alors il ne s'agit pas de tout ramener aux moyens,
Mais les textes ne suffisent pas. Il faut que des acteurs... Julien parlait ce matin de contrat de solidarité, de réciprocité, pardon, où il n'y a pas de financement. Enfin, à un moment donné, oui, c'est très bien de proposer des dispositifs, mais si derrière, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de moyens, etc., les acteurs, ils s'épuisent. Hein. Je veux dire, on a tous plein de bonne volonté, mais à un moment donné, si ce n'est pas reconnu, etc., dans une fiche de poste, etc., bon, on peut se poser la question de la durabilité et de l'investissement des acteurs. Et puis, au niveau de l'objectif cible, alors, il y a une chose toute simple à regarder, c'est qu'à l'heure actuelle, est-ce que ce dispositif de gouvernance collaborative a donné lieu à une réalisation concrète? Par exemple, une maison de santé, puisque je crois que c'est possible, hein, etc. À l'heure actuelle, en tout cas, non. Donc, on peut bien évidemment relativiser en disant c'est peut-être un peu tôt, il faut du temps, etc. Mais globalement, si je résume, hein, avec les nuances évidemment à ajouter, on constate que ce dispositif, pour le moment, n'a peut-être pas donné, on va dire, des résultats très convaincants. On se dit, ah oui, vraiment, cette prise de compétence santé, ça a vraiment permis d'améliorer les choses. Alors la question, c'est pourquoi? Alors c'est là où moi j'introduis la notion de la ressource. C'est qu'en fait, est-ce que, entre guillemets, tout simplement, ça va paraître un message, mais bon, revenons aux fondamentaux, est-ce qu'on n'a pas finalement une tension entre l'objectif qu'on donne à cette gouvernance collaborative et puis l'accès aux ressources? Alors ici, les ressources, c'est les médecins. Finalement, on se rend compte que la ressource, elle est tellement rare. Alors ça, c'est des modèles de gestion, c'est des ressources rares, non substituables, c'est-à-dire que on peut pas, voilà, les médecins, alors même si on réfléchit aujourd'hui à déléguer de plus en plus de compétences aux paramédicaux, mais voilà, un médecin est un médecin, et finalement, on se dit, est-ce que cette caractéristique de ressources fait que la gouvernance collaborative, elle est quand même confrontée à de grosses difficultés, puisque finalement, les participants, ils sont en rivalité, ils sont en concurrence, et ce phénomène, il est renforcé par le fait que ces communes, il y a une proximité sur le terrain avec les administrés. Et ce qu'on entendait, nous, dans les entretiens, c'est de dire, mais moi, le matin, quand je vais sur le marché de ma commune, j'ai au moins 10 personnes qui me disent, monsieur le maire, j'ai plus personne pour mon ordonnance, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a des communes qui se regroupent en disant, on va faire corps pour trouver des solutions, sauf que ces communes, elles sont elles-mêmes au contact de leurs administrés qui leur mettent une pression, et puis il y a le mandat électoral qui est quand même derrière. Et malheureusement, les maires n'ont pas d'impact sur l'accès aux ressources. Ce n'est pas les maires qui vont décider d'augmenter le numerus clausus. On voit aussi, alors on a eu l'occasion d'en discuter, hein, tout ce marketing pour faire venir des médecins, c'est des sommes, on peut dire, assez considérables. Avec quel résultat? Bon, il y a sûrement des fois où ça marche, mais on entend dire aussi que vous avez des médecins qui peuvent venir et puis repartir. Moi, j'avais eu l'occasion de lire une étude internationale, puisque ça s'est fait ailleurs, hein, qui disent que sur le long terme, les incitations financières ne suffisent pas à fidéliser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire venir des médecins, en général de l'étranger, qui vont rester 6 mois, 1 an, mais au bout d'un moment, ils repartent. Donc on voit bien les limites de tout ça. Donc finalement, si je reviens donc à la question, c'est de dire, dans tous ces dispositifs de gouvernance collaborative, si on introduit une grille avec la ressource, ça c'est une proposition, hein, bon ça c'est nos travaux de recherche, c'est de dire, quand on a une ressource rare, inimitable, non substituable, moins les organisations participantes détiennent le contrôle sur cette ressource, est-ce qu'on peut se risquer à dire que l'incitation réelle, parce qu'on peut coopérer sur le papier, mais est-ce que l'incitation réelle à coopérer, est-ce qu'elle sera élevée? Est-ce que ces phénomènes de rivalité sont tellement exacerbés que finalement, derrière, chacun œuvre pour sa paroisse, pour le dire un peu plus simplement? Et puis, alors, deuxième chose, avant de conclure que je vous propose, alors, idem, on a un auteur qui est March, que connaissent bien mes collègues. Hein. March, il dit, voilà, en gros,
toutes les organisations, que ce soit des entreprises, des communes, etc., en gros, on se dit, il y a deux catégories d'activités. Soit on fait de l'exploration. L'exploration, c'est quoi? On fait de l'innovation, on se pose des questions, on est dans l'incertitude. Soit on est dans l'exploitation, c'est-à-dire on est dans le quotidien, on a des routines, on administre, etc. Là, en fait, finalement, si je reviens à cette gouvernance collaborative, on est plutôt dans de l'exploration. Pourquoi? Parce qu'on va demander à des communes de partager, de faire remonter des informations, de concevoir des projets. Il y a un niveau quand même assez élevé d'incertitude. Donc on est dans de l'exploration. Et la question que je pose ici, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas encore rajouter une difficulté? C'est-à-dire que la gouvernance collaborative, comme on l'a déjà dit, ça ne se décrète pas. C'est compliqué, il faut avoir de la confiance, ce n'est pas des choses qui se décrètent. Donc, est-ce qu'en plus, demander à des gens de coopérer sur de l'exploration, ça ne rajoute pas encore une difficulté? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt raisonner différemment? C'est de dire, il faudrait d'abord laisser les communes explorer. Et si elles ont trouvé, par exemple, et on a le cas ici dans la région, c'est-à-dire une commune qui a réussi à mettre en place une maison de santé, une fois que tout ça est mis au point, il n'y a plus d'incertitude. Et elle se dit maintenant, je vais rentrer dans l'exploitation, parce que c'est un vrai métier, une maison de santé, il faut gérer les fluides, etc., etc. Et donc là, oui, je vais demander à un EPCI de reprendre la gestion de cette maison de santé, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Ça y est, la maison de santé, elle est en place. Au passage, j'ai montré à mes administrés que j'avais réussi. Et maintenant, c'est un nouveau métier. Et là, je peux demander à une gouvernance collaborative de reprendre le flambeau. Voilà. Donc, si je conclus, en fait, qu'est-ce que je veux montrer? Ça, c'est la proposition. C'est que... Alors, et je remercie les collègues pour leur présentation, parce que j'ai appris plein de choses sur tous ces dispositifs. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de dispositifs qui visent tous la même chose. C'est la mise en réseau, enfin moi j'appelle ça comme ça, la mise en réseau de parties prenantes. Là en l'occurrence c'est un réseau particulier, une gouvernance collaborative. Nous, en fait, ce qu'on montre en gestion et en management, c'est que c'est tous les problèmes de l'effectivité du droit. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que, oui, il y a des textes, mais sur le terrain, je pense qu'on a besoin de grilles de lecture qui permettent de dire, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas des freins ou des facteurs qui vont rendre compliqués ces dispositifs? Et là, cette communication... c'est une proposition, c'est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser des questions déjà? Les ressources, qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont les ressources auxquelles on veut accéder? Comment les caractériser? Mettre à jour les enjeux de rivalité, de concurrence entre acteurs, parce que clairement, à un moment donné, il y a des rapports de force et ils sont là et on ne peut pas les ignorer. Et là, par exemple, on le voit dans la recherche, c'est que ça paraît paradoxal, mais derrière cette volonté de mettre en réseau, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on a plutôt l'impression que les communes soit fonctionnent par elles-mêmes, c'est-à-dire ont suffisamment de moyens, parce qu'on revient à la notion de moyens, pour elles-mêmes mettre en place, vous en connaissez tous, celles et ceux qui habitent sur la région, qui mettent en place leur propre maison de santé, etc. Et on a même ce que j'appelle des stratégies de coopération, mais avec des partenaires privés, c'est-à-dire pas une coopération entre acteurs, mais donc ici on a un exemple d'une maison de santé qui a été remise sur pied, et en fait c'est un partenaire privé externe au territoire qui a repris la maison de santé et qui est en train de la gérer. Voilà, je vais m'arrêter là parce que...